Chaque nuit, peu importe le temps qu'il fait, quelque chose marche dans notre rue en sifflotant. Vous ne pourrez l'entendre que de la cuisine ou du salon et ça commence à 3h03 exactement. Le son commence doucement, quelque part près de la place Carson. Nous habitons au milieu de la rue, donc le sifflement passe devant chez nous avant de s'estomper en direction du cul-de-sac. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions dans la cuisine certains soirs pour écouter. Mon père et ma mère n'aimaient pas ça et ils nous engueulaient s'ils nous trouvaient là-bas. Mais ils n'étaient jamais trop durs avec nous puisque nous nous tenions toujours à la seule grande règle. Ne jamais essayer de regarder ce qui sifflait. Mon quartier est un drôle d'endroit. J'habite ici depuis mes 6 ans et je l'aime beaucoup. Les maisons sont petites mais bien entretenues. Les jardins sont de bonne taille et il y a beaucoup d'endroits pour se balader. Il y a aussi beaucoup d'autres enfants ici de mon âge. J'ai eu 13 ans en octobre. Nous avons grandi ensemble et aimions jouer dans le cul-de-sac. C'était un bon endroit pour grandir. À vrai dire, il n'y avait que 2 choses étranges par ici. Le sifflement nocturne et la bonne chance. Le sifflement ne m'a jamais beaucoup dérangé. Comme je l'ai dit, je ne pouvais même pas l'entendre de ma chambre. Mes parents n'ont jamais aimé en parler, alors j'ai arrêté de les questionner à ce sujet. Mon père est un homme fort, grand et calme. Les seules fois où je l'ai vu perdre son calme, c'était quand le sifflement commence. Il se met alors à parler plus vite, regardant un peu dans tous les sens. Ensuite, il nous demande de ne pas trop y penser et de toujours suivre la seule grande règle, ne pas essayer de regarder dehors quand le sifflement se fait entendre. De toute façon, nous ne pouvions pas regarder même si nous le voulions, car voyez-vous, il y avait des volets à chaque fenêtre qui se verrouillaient à l'aide d'une clé. Mon père les fermait tous les soirs avant que nous allions tous nous coucher. Par contre, je ne sais pas ce que ma mère pense du sifflement. Je l'ai déjà vu rester dans le salon à 3h03 pour écouter. Mais je ne sais pas si elle va souvent là-bas. Environ 1 fois par mois, je suppose. Le sifflement est toujours le même chaque soir. Il est d'un air enjoué. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il y avait 2 choses étranges à propos de mon quartier ? Eh bien, à part notre siffleur de nuit, tout le monde dans mon quartier a vraiment beaucoup de chance. C'est difficile à expliquer et papa n'aime pas non plus qu'on en parle beaucoup. Mais il semblerait que des bonnes choses arrivent souvent aux gens par ici. Habituellement, ce sont des petites choses, comme gagner un concours à la radio, obtenir une promotion inattendue au travail, ou trouver des choses et des objets utiles en bon état. Vous savez, ces choses-là arrivent partout, mais ici un peu plus qu'ailleurs. Le temps est doux, il n'y a aucun crime ici et les jardins sont tous fleurissants. J'ai entendu ma mère dire à propos de cet endroit que c'était une source de bénédiction. Mais la principale raison qui nous a amenés à vivre ici est ma sœur Nola. Elle a une maladie au poumon. Nous ne pouvions pas la ramener à la maison quand elle est née. Seulement lui rendre visite à l'hôpital. Elle était tellement petite, je me souviens, bien plus que les autres bébés. Une machine l'aidait à respirer. Nous avons emménagé ici pour nous rapprocher de l'hôpital. Dès que nous avons déménagé, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins n'ont pas bien compris, et ils ont attribué cela à leurs compétences, mais ils avaient l'air confus. Mais avec le recul, mes parents et moi soupçonnions que l'amélioration de la santé de Nola était due aux bénédictions qui étaient liées à notre quartier. C'est pourquoi nous sommes restés, même après avoir découvert que pour chaque petit miracle qui se produisait, de temps en temps, de mauvaises choses pouvaient arriver. Mais ces mauvaises choses n'arrivaient que si vous recherchiez le siffleur. Vous voyez, notre quartier a un comité d'accueil. Il se présente avec un plat de lasagne, une boîte de gâteaux et une grosse enveloppe en carton chaque fois que quelqu'un emménage. Ils sont très sympathiques. 4 personnes se sont présentées quand nous sommes venus il y a 7 ans. Ils nous ont souhaité la bienvenue et se sont mis à nous distribuer des gâteaux. Ensuite, ils ont demandé à parler à mes parents en privé. Alors on m'a demandé de monter dans ma chambre, mais j'ai quand même réussi à entendre le plus gros de leur conversation. Le comité d'accueil a dit à mes parents à quel point le quartier était agréable, vraiment exceptionnel, et que c'était difficile à expliquer. Et puis ils ont raconté à mes parents le sifflement inexplicable qui se produisait toutes les nuits à 3h03 pour se terminer à 3h05. Nos nouveaux voisins ont prévenu mes parents que le sifflement était subtil, qu'il ne nous empêcherait pas de dormir et ne nous ferait jamais de mal tant que nous ne cherchions pas le siffleur. Ils ont insisté sur cette partie tandis que je collais mon oreille contre la porte en m'efforçant d'en entendre le plus possible. Les gens qui ont voulu voir le siffleur ont vu leur chance tourner, parfois tragiquement. Une malédiction planait sur quiconque l'avait regardé. Tout ce qui pouvait mal tourner le ferait. L'enveloppe que le comité a apportée contenait des coupures de journaux qui parlaient d'accidents tragiques, de vies détruites, de maladies incurables et de disparitions inexplicables. Tout le monde ne meurt pas, dit le chef du comité à mon père. Mais leur vie leur échappe. Même s'ils survivent, ils ne deviennent que l'ombre d'eux-mêmes. Je pouvais entendre que ma mère ne prenait pas ça au sérieux.
Elle n'arrêtait pas de demander si c'était une farce qu'ils aimaient bien faire à leurs nouveaux voisins. À un moment donné, elle s'est fâchée, mais mon père lui a demandé de se calmer. Il lui a dit qu'il pouvait voir que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient juste de nous aider. Il a expliqué qu'il avait grandi en entendant certaines histoires et qu'il savait qu'il y avait des choses étranges et inexplicables autour de nous. Il dit aussi qu'il savait que certaines de ces choses pouvaient être bonnes, d'autres mauvaises, mais qu'il était plus prudent de ne pas vouloir interagir avec elles. Après le départ du comité, mon père est allé à la quincaillerie, a acheté des volets, des serrures et les a installés à chaque fenêtre. C'était la première nuit dans notre nouvelle maison et je me suis glissé hors de ma chambre à 3h du matin pour trouver mon père réveillé assis sur le canapé du salon, tenant ma petite sœur dans ses bras. Mon père leva le doigt devant sa bouche pour me faire signe de ne pas faire de bruit et tapota le canapé à côté de lui. Je me suis assis et nous avons attendu. À 3h03 précisément, nous avons entendu le sifflement. C'est venu et c'est parti, comme nos voisins l'ont dit. Le sifflement revenait chaque nuit. Nous ne regardions jamais et profitions de nos millions de petites bénédictions chaque jour. Nola respire par elle-même et elle est devenue une fille forte et intelligente. Mon père a même rejoint le comité d'accueil. Nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins car qui voudrait partir? Mais quand une nouvelle famille emménage, mon père et le comité passent toujours les prévenir du siffleur. Je pouvais toujours voir sur le visage de mon père si la nouvelle famille prit le comité au sérieux ou pas. Il n'y a pas si longtemps, une famille a emménagé juste à côté de nous. L'ancienne propriétaire, Madame Madi, est décédée à l'âge de 105 ans. Elle avait vécu une belle et longue vie. Nos nouveaux voisins semblaient s'intégrer parfaitement. Ils ont cru au comité d'accueil et ont suivi les conseils de mon père au sujet des volets verrouillables. Ils avaient eux aussi un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de journaux dans cette enveloppe en carton, quelles que soient les preuves, mon père ne nous a jamais laissé regarder. Mais j'imagine que ça devait être sacrément convaincant, puisque nos voisins avaient installé des volets le lendemain. Une nuit, alors que nos nouveaux voisins ont dû quitter la ville, ils nous ont confié leur fils Holden. Il avait 12 ans. Je ne le connaissais pas bien avant cette nuit-là, mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, j'ai compris que nous allions passer un mauvais moment. « Savez-vous qui vient dehors siffler tous les soirs ?» demanda Holden au moment où les adultes quittèrent la pièce. Nous étions tous les trois assis dans le salon. Un film Disney passant à la télévision. Ma sœur et moi avons échangé un regard. « On ne parle pas de ça, dis-je. Je pense que c'est Cinglé qui vit dans la grande maison jaune dans le coin, dit Holden. Monsieur Toles demanda ma sœur. Pas possible, il est vraiment gentil. Holden haussa les épaules. C'est peut-être un tueur en série alors. On ne parle pas de ça, répétai-je. Allons dans ma chambre jouer à la Nintendo. Nous avons passé les heures suivantes à jouer à des jeux, à manger des pop-corn et à regarder des films. Une soirée pyjama typique, mais je pouvais voir qu'Holden devenait nerveux. Après que mes parents nous aient souhaité bonne nuit, Holden s'est levé de son pouf et s'est dirigé vers l'endroit où Nola et moi étions assis sur le lit. « Avez-vous déjà essayé de regarder ?» demanda-t-il. « Il est presque l'heure. » Quand j'ai regardé l'heure, j'ai été choqué de voir qu'il avait raison. Il était presque 3 heures du matin. J'ai soupiré. Je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père verrouille les stores tous les soirs avant de cacher la clé, me coupa-t-il. Notre père aussi, dit Nola. Non, a répondu Holden. Non, il ne le fait pas. Tu l'as bien vu faire, ai-je dit, gêné par son comportement. Holden sourit. Ton père ferme les stores, oui, mais il ne cache pas la clé. Il l'a sur son porte-clés. Et alors, demandai-je, inquiet de deviner la suite de ses propos. Parce que j'avais remarqué que mon père ne prenait plus la peine de cacher la clé après toutes ces années. Il savait que nous prenions tout cela au sérieux. Donc, après que ton père ait fermé les volets, mais avant qu'il ne se couche, je suis allé aux toilettes. Et en chemin, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de tes parents, et j'ai aperçu le porte-clés de ton père sur la table de chevet. Et supposons que j'ai emprunté la clé des volets. Je l'ai alors regardé fixement, mais son sourire ne fit que s'élargir. « Tu mens, dis-je. » Holden haussa les épaules. « Tu peux aller vérifier si tu veux. T'as qu'à ouvrir simplement la porte de la chambre de tes parents pour voir si je mens ou pas. Restez ici, dis-je à tous les deux. Ne bougez pas de là. » Je me suis précipité vers la chambre de mes parents, mais j'ai hésité à ouvrir la porte. Et si Holden disait vrai? Mon père serait en colère, bien plus qu'en colère. J'avais peur rien que d'y penser. Mais j'avais bien plus peur d'une fenêtre ouverte avec le siffleur à l'extérieur. J'ai ouvert la porte d'à peine un pouce pour regarder à l'intérieur, mais il faisait trop sombre pour voir. Prenant une profonde inspiration, j'entrai dans la pièce. Au bout de 2 pas dans le noir, je me suis figé.
Le sifflement commença et je pouvais l'entendre clairement depuis la chambre de mes parents. Je me tenais là, écoutant le sifflement se rapprocher, ne sachant pas si je devais vérifier le porte-clés ou réveiller mon père. Des petits bruits provenant du salon m'ont ramené à la réalité. Je partis le plus vite possible en direction du salon. Holden et Nola se tenaient près de la porte d'entrée à côté d'une fenêtre. Holden n'avait pas menti. Je pouvais le voir trifouiller l'un des stores. J'entendis un clic, il avait la clé. Holden laissa échapper un rire nerveux. Nola se tenait à côté de lui effrayée. Le sifflement était juste devant notre maison maintenant. Mon cœur s'est emballé. Je ne suis pas rapide, mais je me suis précipité vers Nola en un instant. Mes yeux restèrent braqués sur elle quand j'entendis Holden remonter le store, le sifflement juste à l'extérieur. Mais j'avais réussi à attraper Nola dans mes bras et je nous ai tournés pour que nous soyons dos à la fenêtre. Au moment où je fermais les yeux, j'entendis Holden remonter le store brusquement. Le sifflement cessa. Je sentis Nola trembler dans mes bras. « Ne regarde pas, d'accord ? Ne te retourne pas !» lui ai-je dit. Puis je tendis la main pour essayer de toucher Holden. Ma main effleura son bras. Il tremblait encore plus que Nola. « Holden ?» ai-je demandé. Ce fut le silence. Je me suis mis à chercher la fenêtre à tâtons, les yeux toujours clos. Je sentis le verre froid sous mes doigts, plus froid qu'il n'aurait dû l'être pendant cette période de l'année. J'ai bougé ma main dans tous les sens, cherchant la corde du store. Mais ma main retoucha le verre, et je sentis qu'il était devenu plus chaud et un léger bourdonnement crépitait dans mes doigts. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté. Enfin, j'ai réussi à attraper la corde et j'ai tiré pour faire descendre le store. Puis j'ai ouvert les yeux. Dans la faible lumière qui s'échappait de la cuisine, je pouvais distinguer Holden, pâle, fixant la fenêtre maintenant fermée. « Holden ?» Il s'est tourné vers moi puis s'est mis à hurler. Tout est allé très vite. Des lumières s'allumèrent dans le hall puis dans le salon. Les pas de mes parents résonnèrent sur le parquet. Je ne les ai pas regardés. Mes yeux étaient toujours rivés sur Holden. Il était livide et s'était mordu si fort qu'une ligne rouge de sang coulait de son menton. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda mon père derrière moi. Je me suis tourné vers lui. Je n'avais jamais vu mon père effrayé avant cette nuit-là. Mais à ce moment-là, un sentiment de terreur traversait son visage complètement décousu. La terreur d'un parent. « Juste Holden ?» me demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Mon père poussa un soupir. Il avait l'air soulagé. Il s'est ensuite tourné vers Holden et le visage de mon père changea. Puis quelqu'un frappa à la porte. Personne ne bougea. Holden poussa un gémissement. « Ne réponds pas !» dit ma mère. Elle se tenait sur le seuil, une batte de baseball à la main. Puis j'ai remarqué que mon père en avait une aussi qu'il avait posée sur la table du salon. Le coup retentit à nouveau, un peu plus fort cette fois. « S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte !» murmura Holden. Mon père s'approcha de lui pour le serrer dans ses bras. « Nous ne le ferons pas, » promit mon père. « Rien ne rentrera ici ce soir. » Holden s'est mis à crier et Nola est venue se blottir contre moi. Ma mère vint à nos côtés pour nous prendre dans ses bras et mon père saisit la batte de baseball. « Appelle la police !» dit ma mère à mon père. Les coups cessèrent et une voix se fit entendre de l'autre côté de la porte. « Police !» Puis après un petit instant, la voix n'arrêtait pas de répéter police en boucle. Et les coups revinrent plus fort qu'avant. La porte se mit à trembler, puis ça s'est de nouveau arrêté. Et les coups reprirent, sauf que cette fois ça venait de la porte de derrière. Nous nous sommes tous tournés en direction d'où provenaient les coups. Mais c'était reparti à la porte d'entrée. Puis ça s'est mis à alterner d'avant en arrière. Parfois fort, parfois un peu moins. Ensuite les coups se sont fait entendre dans les deux portes en même temps. Puis ce fut le tour des fenêtres, des murs. Nous avions l'impression de vivre à l'intérieur d'un tambour. « Stop !» cria Holden. Les coups s'interrompirent. « Je ne le dirai pas !» dit Holden en fixant la porte. « Je promets de ne raconter à personne ce que j'ai vu. Mais s'il vous plaît, allez-vous-en !» Il se passa environ 1 minute. Puis nous avons entendu un léger coup venant de la fenêtre où Holden avait regardé un peu plus tôt. Holden se mit à pleurer, sanglotant comme un condamné que l'on conduisait vers la potence. Mon père l'a tenu dans ses bras et lui caressa les cheveux. Le tapotement à la fenêtre dura toute la nuit. Finalement, ma mère nous conduisit dans ma chambre pendant que mon père restait en bas pour monter la garde. Mais une fois dans ma chambre, les coups reprirent, tellement fort que j'ai eu peur que la porte ne cède. Nous sommes donc retournés au salon et les coups ont cessé. Seul le tapotement sur la fenêtre continua. Aucun de nous ne dormit cette nuit. Le tapotement cessa à l'aube, vers 6 heures du matin. Nous avons attendu encore avant que mon père ne propose d'ouvrir les stores d'une fenêtre. Il nous a tous fait retourner dans ma chambre avant. Puis il est revenu vers nous. « C'est bon, c'est fait, nous a-t-il dit. » Les parents de Holden sont revenus vers midi. Ma mère et mon père les ont accompagnés jusqu'à leur maison et ils sont restés à l'intérieur pendant un moment.
Nola et moi avons regardé par la fenêtre. Elle est restée avec moi toute la journée. Quand mes parents sont venus, ils avaient l'air tristes, mais ils n'ont pas voulu nous dire de quoi ils avaient parlé avec la famille d'Holden. Comme c'était un dimanche, nous avons passé toute la journée ensemble à regarder des films en commandant des pizzas. Cette nuit-là, tout le monde a dormi dans ma chambre. Nola, ma mère et moi dans mon lit et mon père sur un matelas qu'il avait posé par terre. Personne ne frappa à la porte cette nuit, ni aucune depuis. Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ou ses parents le reste de la semaine, mais jeudi, il y avait un camion de déménagement dans leur allée. Je les ai regardés charger le camion l'après-midi en revenant de l'école. Ce qui m'avait le plus frappé, c'est à quel point ils avaient l'air fatigués. Ils sont partis avant le coucher du soleil. Je me suis rappelé de ce que le comité d'accueil nous avait dit, que tous ceux qui ont vu le siffleur ne meurent pas forcément, et que ceux qui survivent doivent s'attendre à une vie jonchée de petits malheurs. Je pense que les parents de Holden ont dû regarder pour partager le fardeau de leur fils. Nous habitons toujours dans la même maison. Nous entendons toujours le siffleur passer devant chaque nuit. Les bénédictions, la chance, la santé sont toujours là. Mais nous sommes devenus plus prudents. Et maintenant mon père porte la clé des volets en pendentif autour de son cou.